La vie au Pérou en 2025. Culture péruvienne, voyages et femmes que vous n'allez pas croire. Documentaire de voyage. Numéro 1. Le plus grand empire du Nouveau Monde. Avant l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud, la terre que nous appelons aujourd'hui le Pérou constituait le cœur de l'empire Inca, la civilisation autochtone la plus vaste jamais créée sur le continent américain. Né au XIIIe siècle, il prit son essor lorsque son premier empereur, Pachacuti, commença à étendre son territoire sur les pentes abruptes et les vallées profondes des Andes. En moins d'un siècle, les Incas contrôlaient près de 2 millions de kilomètres carrés, depuis l'actuelle Colombie jusqu'au centre du Chili. À son apogée, l'empire gouvernait plus de 12 millions de personnes, regroupant plus de 80 ethnies et environ 20 langues, ce qui rendait les Incas vraiment exceptionnels. C'était leur sens remarquable de l'organisation et de l'administration. Même sans langue écrite formelle, ils construisirent un immense réseau routier de plus de 24 000 km traversant déserts, vallées vertigineuses et montagnes enneigées. Beaucoup d'autoroutes sud-américaines modernes suivent encore ces anciennes routes. Pour mesurer la richesse inca, il suffit d'observer le Temple du Soleil, inégalé, orné de 700 plaques d'or pesant plus de 2 tonnes. Pourtant, malgré toute cette puissance, l'Empire tomba face à seulement 168 soldats espagnols. En l'an 1532, le conquistador Francisco Pizarro mena ses hommes sur les terres incas. Les nouveaux arrivants envoyèrent ce qui semblait être une invitation amicale à l'empereur Atahualpa, qui considérait ses visiteurs blancs comme inoffensifs en comparaison avec son armée de 80 000 hommes. Atahualpa accepta l'invitation et se rendit sans armes dans la ville de Cajamarca, voyant la rencontre comme une cérémonie formelle. Le résultat fut catastrophique. En à peine une heure, près de 7000 soldats incas furent tués sous les tirs et les canons espagnols. Ironie du sort, le seul Espagnol blessé fut Pizarro lui-même, en tentant d'empêcher ses hommes de tuer Atahualpa. Pour sauver sa vie, l'empereur ordonna de rassembler de l'or et de l'argent dans tout l'empire, remplissant une pièce haute de près de 2 mètres et large de plus de 6 mètres. Les Espagnols la surnommèrent plus tard la Chambre de l'or. Les historiens estiment qu'ils reçurent environ 20 tonnes de métaux précieux, soit près de 20% des réserves européennes de l'époque. Mais même cette rançon gigantesque ne put sauver Atahualpa. 1 an plus tard, Cusco tomba. L'Empire Inca disparut des cartes du monde et le Pérou entra dans près de 3 siècles de domination coloniale espagnole. Numéro 2. Faits insolites sur les Péruviens. Le réveillon du Nouvel An au Pérou peut surprendre les voyageurs avec une tradition amusante et haute en couleurs. Les Péruviens ont pour habitude d'offrir des sous-vêtements jaunes comme cadeau de Nouvel An. Ils croient que porter un sous-vêtement jaune au moment exact du passage à la nouvelle année attire prospérité et bonheur. À cause de cela, dans les derniers jours de décembre, les boutiques du pays remplissent leurs vitrines de rangées de sous-vêtements jaunes de toute taille et de tout style. Et si vous portez un imperméable en vous promenant dans Lima, les habitants pourraient vous regarder comme si vous arboriez une tenue extravagante. En réalité, la plupart des gens de la capitale n'ont presque aucune notion de ce qu'est un manteau de pluie, car Lima n'a pas connu de véritables précipitations depuis plus de 600 ans. La ville reçoit seulement environ 10 à 15 mm de pluie par an, soit moins de 20% de la pluviométrie du désert du Sahara. Pour imaginer à quel point c'est sec, si vous buvez chaque jour une bouteille d'eau de 500 ml, à la fin d'un mois, vous aurez consommé autant d'eau que Lima reçoit en une année complète. Ce que les scientifiques appellent techniquement la pluie de Lima n'est en réalité rien d'autre que l'humidité issue du dense brouillard côtier de la ville. Au-delà de ces curiosités climatiques, le Pérou est également connu pour avoir l'une des attitudes les plus ouvertes au monde concernant la sexualité. Les gestes d'affection physique entre adultes consentants de plus de 18 ans sont autorisés, à condition qu'ils soient enregistrés auprès des autorités et disposent d'un certificat de santé. Cette ouverture s'étend même au domaine muséal. À Lima, le musée Larco abrite la plus grande collection mondiale anciennes représentant des thèmes sexuels, avec des centaines d'artefacts répartis dans plusieurs salles. Il figure régulièrement parmi les attractions les plus visitées de la capitale, attirant des millions de touristes chaque année. Mais avant de prévoir d'y emmener quelqu'un, souvenez-vous, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Un autre aspect unique de la vie quotidienne péruvienne
est l'habitude de donner à ses proches des surnoms qui peuvent paraître négatifs aux oreilles étrangères, souvent basés sur des caractéristiques physiques. Des mots comme gros, petit ou noir sont utilisés naturellement comme marque d'affection. À cause de cela, de nombreux visiteurs des États-Unis ou d'Europe ont décrit les habitants comme impolis sur Reddit. Pourtant, avec un regard culturel, ces surnoms ne sont qu'une manière informelle pour les Péruviens de créer de la proximité. Donc les voyageurs ne devraient pas les prendre trop personnellement. Numéro 3. Les femmes péruviennes et leurs croyances étonnantes sur l'amour. Les femmes péruviennes sont façonnées par une diversité génétique unique, créant une beauté absolument reconnaissable. Elles héritent à la fois de la lignée des peuples autochtones, Quechua et Aymara, des traits plus marqués des colons espagnols, ainsi que de subtiles influences asiatiques provenant des immigrants chinois et japonais arrivés au XIXe siècle. Ainsi, de nombreuses Péruviennes ont la peau claire, des cheveux noirs légèrement ondulés, des yeux bruns, une structure du visage harmonieuse et une silhouette naturellement attirante, avec une taille fine et des hanches généreuses. Comme mentionné précédemment, les Péruviens ont généralement une approche détendue de l'intimité. Beaucoup croient même que le plat national, le ceviche, possède le pouvoir d'accentuer le désir, rendant les relations encore plus passionnées. Les habitants plaisantent souvent en disant que si un homme complimente la beauté de sa partenaire après avoir mangé du ceviche, elles pensent peut-être déjà au futur prénom de leurs enfants. Bien sûr, aucune étude scientifique ne soutient cette idée, mais cela n'a jamais arrêté les Péruviens. Les femmes péruviennes espèrent souvent voir leur relation évoluer assez rapidement. Après seulement 1 ou 2 années de fréquentation, beaucoup commencent à envisager sérieusement le mariage. Dans la culture péruvienne, l'engagement est une valeur forte et le mariage représente une étape majeure, symbole d'un amour mûr et durable. Pourtant, elles ne sont pas impulsives. Avant d'accepter d'avancer, elles observent leur partenaire avec attention. Elles veulent savoir s'il est fidèle, responsable et émotionnellement stable. Les petits détails, la manière dont il traite les autres, la façon dont il organise sa vie quotidienne sont soigneusement notés. Une fois en confiance, elles prennent souvent l'initiative et proposent d'approfondir la relation. Parce que l'économie du Pérou est encore en développement, beaucoup de femmes aspirent à rencontrer ou épouser un homme occidental, y voyant une chance de stabilité et d'avenir plus lumineux. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles se concentrent uniquement sur l'argent. La sécurité financière est un avantage, mais ce qui les attache réellement, c'est l'affection sincère et la connexion émotionnelle. Les femmes péruviennes savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de le poursuivre, tout en sachant équilibrer le sens pratique et le sentiment. Ce mélange de détermination et de sensibilité fait d'elles des partenaires dévoués et dignes de confiance. Numéro 4. Les Péruviens furent autrefois aussi riches que les Américains. Autrefois, le Pérou comptait parmi les nations les plus riches et les plus influentes d'Amérique du Sud, grâce à une ressource inattendue, les excréments d'oiseaux, appelés guano. Au cours du XIXe siècle, alors que le monde entrait dans la seconde révolution agricole, ce fertilisant naturel riche en azote, en phosphore et en potassium devint extrêmement précieux. Les épaisses couches blanches de guano recouvrant les îles au large du Pérou se transformèrent rapidement en l'exportation la plus rentable du pays durant plus de 30 années consécutives, générant l'équivalent de 500 millions de dollars par an. Près de 70% du budget national reposait exclusivement sur cet or blanc. Au début des années 1850, le Pérou atteignit un niveau de prospérité exceptionnel. Avec un revenu par habitant dépassant 2200 $, le plus élevé de la région, et seulement légèrement inférieur aux 2500 $ des États-Unis. Cet essor économique propulsa le Pérou dans une véritable période d'or. Le gouvernement investit massivement dans les infrastructures et dans l'expansion militaire, allant jusqu'à acquérir des navires de guerre ultramodernes auprès de la marine des États-Unis. Le pays possédait alors l'une des marines les plus puissantes d'Amérique du Sud, comparable à celle de puissances européennes moyennes de l'époque, comme l'Espagne, l'Empire ottoman ou l'Italie. Cependant, lorsque les couches de guano commencèrent à s'épuiser, le Pérou glissa rapidement vers la crise économique. En l'année 1879, les réserves étaient presque vides, les revenus s'effondrèrent et le trésor national toucha le bord du gouffre. Désespérés, les dirigeants tournèrent leur attention vers le désert d'Atacama, une région située à la frontière du Chili et de la Bolivie.
Cette terre aride renfermait d'immenses gisements de guano et de nitrate, représentant 80% de l'approvisionnement mondial. Espérant retrouver leur richesse, le Pérou s'allia à la Bolivie pour contester le Chili et revendiquer l'Atacama. Les tensions éclatèrent rapidement, menant à la guerre du Pacifique en l'année 1879. Bien que possédant des navires modernes, l'ardeur combative du Pérou s'effondra. Dans un journal retrouvé par les forces chiliennes, un soldat péruvien écrivit « Mes camarades et moi ne comprenons pas pourquoi nous devons nous battre pour quelque chose que d'autres utilisent pour fertiliser leurs champs. » Cette chute du moral entraîna une série de défaites navales. En moins de 2 années, les forces chiliennes occupèrent Lima et vidèrent le trésor national. L'Alliance Pérou-Bolivie se rendit officiellement en l'année 1883. Après la guerre, le Pérou perdit près de 25% de son territoire. Environ 23 000 soldats furent tués, le PIB chuta de 70% et la marine fut entièrement détruite au cours des 2 décennies suivantes. L'effondrement économique se poursuivit et en l'année 1890, la dette extérieure du pays dépassa 150% du budget national, marquant officiellement la faillite de la nation. Numéro 5. Instabilité politique. Au début des années 1990, l'économie du Pérou est entrée dans le chaos. L'inflation a grimpé en flèche pour dépasser 7500%, tandis que le terrorisme se propageait dans tout le pays. Au cœur de cette tourmente, une personnalité inattendue a émergé et gagné la confiance du public. Alberto Fujimori, un professeur nippo-péruvien presque dépourvu d'expérience politique, a été élu président, les Péruviens plaçant leurs espoirs en lui. Contre toute attente, il a rapidement prouvé son efficacité. En à peine 3 ans, l'inflation est retombée à 10%, le PIB a augmenté de 13% et le pays a commencé à montrer des signes de stabilisation. La confiance du public envers Fujimori s'est encore renforcée lorsque les forces de sécurité ont capturé Abimael Guzmán, le chef du groupe terroriste Sentier Lumineux. Pourtant, derrière ces réussites, Fujimori gouvernait le Pérou d'une main de fer. Il a dissous le Congrès et placé l'ensemble des pouvoirs publics sous son contrôle direct. Son autoritarisme a atteint son apogée lorsqu'il a annulé de nombreux verdicts d'acquittement visant des personnes qu'il jugeait liées à des groupes terroristes. Peu après, d'énormes scandales de corruption ont éclaté, révélant des biens d'une valeur d'environ 600 millions de dollars. Finalement, Fujimori a été contraint de démissionner en 2000 et a été condamné à 25 ans de prison pour corruption et violation des droits humains. Ironiquement, 2 décennies plus tard, en 2021, sa fille s'est présentée à l'élection présidentielle, promettant de poursuivre l'héritage de son père en luttant contre la corruption. Mais après l'ère Fujimori, le Pérou peine à trouver un dirigeant capable de restaurer une stabilité durable. Depuis 2016, le pays a vu se succéder 7 présidents à un rythme effréné. Cette instabilité constante rend difficile, pour de nombreux Péruviens, de se souvenir de qui dirige réellement la nation. Une enquête menée en 2024 a révélé que seulement 9% de la population faisait encore confiance au Congrès. Des années de manifestations ont entraîné plus de 60 décès, tandis que l'économie est restée au point mort, avec une croissance d'à peine 1,5% pendant 5 années consécutives. Les évaluations internationales classent désormais le Pérou parmi les 4 pays les plus politiquement instables au monde. Une partie du problème réside dans la manière dont les dirigeants sont choisis. De nombreux électeurs semblent guidés davantage par l'émotion que par la confiance dans la compétence ou l'expérience. L'exemple de Pedro Castillo l'illustre parfaitement. Avant de devenir président, il n'était qu'un enseignant rural du primaire, sans expérience en gestion et sans formation en économie ou en politique. Pourtant, il a remporté la présidence grâce à son image humble et à ses promesses de justice pour les plus démunis. Une fois au pouvoir, au lieu de mener des réformes efficaces, il a tenté de dissoudre le Congrès. Cette initiative s'est retournée contre lui et il a été destitué un peu plus d'1 an après le début de son mandat. Numéro 6. La Rinconada. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi peut ressembler la vie au Pérou dans ses conditions les plus extrêmes? Pour beaucoup, la réalité se résume à la pollution. Des niveaux dangereusement élevés de plomb contaminent l'air, le sol et l'eau.
Cela apparaît de façon particulièrement frappante à la Rinconada, largement considérée comme la plus haute zone habitée en permanence au monde, perchée à près de 5200 mètres d'altitude. Environ 50 000 habitants y vivent dans des conditions extrêmement rudes. La plupart des maisons sont de fragiles constructions en tôle, sans chauffage ni eau chaude, et la ville ne dispose pas de véritables systèmes d'assainissement, d'évacuation ou de gestion des déchets. Les aliments essentiels doivent être transportés depuis les régions plus basses et coûtent presque 3 fois leur prix habituel. Ce n'est qu'à partir de l'an 2000 que la Rinconada a enfin eu accès à l'électricité et à l'eau courante. À cette altitude, le taux d'oxygène n'atteint que la moitié de celui du niveau de la mer, rendant même la respiration basique difficile. Malgré cet environnement toxique et ses pénuries permanentes, la population ne cesse d'augmenter. La principale raison est que la Rinconada est réputée pour son activité minière aurifère, présente depuis plus de 60 ans. Pour gagner leur vie, les mineurs marchent environ 30 minutes chaque jour pour rejoindre des mines saturées de gaz toxiques, de mercure, de cyanure et d'un oxygène extrêmement rare. Les réglementations de sécurité sont quasiment inexistantes, mais les autorités autorisent l'exploitation tant que les propriétaires sont enregistrés et payent leurs impôts. Les méthodes d'extraction utilisées sont très rudimentaires. Les roches sont percées, dynamitées ou brisées à l'air comprimé avant que le minerai ne soit broyé. On applique ensuite du mercure pour séparer l'or de la roche. Le résidu, appelé localement lama, c'est-à-dire la boue, est ensuite traité au cyanure pour extraire les dernières traces d'or, puis les déchets sont déversés directement dans l'environnement. À côté des mineurs officiels existe un autre groupe appelé panqueras. Ces femmes, souvent mères célibataires ou épouses de mineurs, attendent les camions qui transportent les roches usées. Lorsque les débris sont déversés dans des décharges à ciel ouvert, elles se précipitent pour récupérer des pierres pouvant contenir de minuscules fragments d'or. En raison de l'usage massif du mercure, l'eau, la neige, l'air et le sol de la Rinconada sont fortement contaminés. Beaucoup d'habitants dépendent de l'eau des glaciers fondus ou de l'eau de pluie récupérée sur les toits, ce qui permet au mercure de pénétrer dans l'organisme. Résultat, de nombreuses personnes souffrent d'intoxication au mercure. Démangeaisons, sensations de brûlure, décoloration de la peau, ainsi que des maladies qui en endommagent le système nerveux, le cœur, le foie et les poumons. L'espérance de vie moyenne n'est que d'environ 35 ans. Presque tous les enfants locaux présentent des niveaux de plomb dans le sang largement supérieurs aux limites de sécurité. Aujourd'hui, la Rinconada reste un symbole tragique de la cupidité, de la pollution et de cette dure réalité où des milliers de personnes sacrifient leur santé et leur vie dans la quête de l'or. Numéro 7. Le Pérou est-il la terre natale des extraterrestres? Sur l'immense plateau désertique de Nazca, dans le sud du Pérou, s'étend l'un des sites archéologiques les plus mystérieux au monde, les lignes de Nazca. Cet ensemble patrimonial remarquable compte plus de 700 figures gigantesques, créées sur une période de près d'1 millier d'années, depuis 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ, durant les périodes culturelles Paracas et Nazca. Ces dessins monumentaux ont été formés en retirant le gravier brun-rouge de la surface désertique pour révéler le sol plus clair, gris-jaune, situé en dessous. Au total, les tracés s'étendent sur plus de 1300 km et couvrent une superficie d'environ 50 km². Les lignes de Nazca comprennent des lignes droites, des formes géométriques et plus de 70 représentations d'animaux et de plantes. Oiseaux, singes, araignées, orques, perroquets, chats, ainsi qu'une diversité de motifs symboliques. Fait frappant, la plupart de ces figures ne sont clairement visibles que depuis le ciel ou depuis les collines alentours, ce qui a conduit beaucoup de gens à spéculer qu'elles auraient été conçues pour des observateurs célestes. En 2024, grâce à l'intelligence artificielle, les scientifiques ont identifié plus de 300 nouvelles figures, élargissant considérablement nos connaissances sur ce site emblématique. Grâce au climat aride du désert et à l'absence quasi totale de vent, les lignes de Nazca sont restées préservées naturellement pendant des millénaires, même si l'activité humaine récente et les changements environnementaux commencent à les affecter. Leur véritable fonction reste cependant un mystère profond. Les chercheurs ont proposé de nombreuses théories suggérant qu'elles auraient pu servir à des rituels religieux, au suivi astronomique ou même à des cérémonies destinées à provoquer la pluie. D'autres spécialistes
pense que les lignes pouvaient indiquer la direction des vents, la présence de sources d'eau, ou encore fonctionner comme un calendrier agricole pour les anciennes civilisations. Et puis, il existe les théories plus audacieuses. Celles qui suggèrent que ces tracés auraient pu servir de piste d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres, même si aucune preuve scientifique ne va en ce sens. Pourtant, les mystères de la région ne s'arrêtent pas là. Le désert de Nazca a également stupéfié le monde par la découverte de momies inhabituelles présentant des caractéristiques rappelant des êtres extraterrestres. Ces momies possèdent des crânes allongés ainsi que des mains et des pieds dotés uniquement de 3 doigts. Au début, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de faux fabriqués à partir d'os d'animaux et d'adhésifs. Mais des analyses détaillées ont ensuite confirmé que ces momies sont bel et bien organiques, issues d'êtres vivants ayant réellement existé et datant de plus de 1200 ans. Les études médico-légales indiquent même que certaines pourraient avoir été victimes de violences. Ces découvertes renforcent non seulement le mystère autour du récit extraterrestre, mais elles confirment aussi que ces restes ne sont pas de simples fabrications. Ils appartenaient à de véritables entités ayant existé autrefois. Bien que leur origine demeure inconnue, les lignes de Nazca et ces momies énigmatiques continuent de défier notre compréhension et d'alimenter la fascination humaine pour l'éventualité de civilisations extraterrestres. Numéro 8. Le plus grand empire de fausses monnaies au monde. Le Pérou est depuis longtemps reconnu comme l'un des plus grands centres mondiaux de contrefaçon, en particulier lorsqu'il s'agit de dollars américains. Selon les rapports du Secret Service des États-Unis, près de 60% de tous les faux dollars américains en circulation dans le monde proviennent d'organisations criminelles basées dans cette nation sud-américaine. Chaque année, les autorités estiment que de 15 à 20 millions de dollars de fausses monnaies sont produits au Pérou avant d'être écoulés sur les marchés internationaux. La majeure partie de ces billets contrefaits est acheminée par des routes bien établies vers l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui vaut au Pérou le titre de capitale mondiale de la fausse monnaie. L'une des raisons pour lesquelles le pays est devenu un tel pôle de contrefaçon sophistiquée réside dans son industrie historique de l'impression et de l'édition, autrefois très avancée. Durant son âge d'or, le Pérou possédait de nombreuses imprimeries modernes employant des techniciens hautement qualifiés. Mais lorsque l'industrie traditionnelle de l'impression a décliné, beaucoup de ces travailleurs ont transféré leur expertise sur le marché clandestin. Les réseaux criminels ont rapidement saisi cette opportunité et ont commencé à recruter ces anciens professionnels. Ainsi, les faux billets américains fabriqués au Pérou sont devenus étonnamment convaincants. Ils comportaient des filigranes, des fils de sécurité et des effets réactifs à la lumière capables de tromper même les scanners bancaires de haute précision. Les analystes devaient souvent utiliser des microscopes ou des outils optiques spécialisés pour détecter les anomalies. Face à de telles contrefaçons avancées, le gouvernement péruvien a commencé à mettre en œuvre des mesures robustes pour traquer, contrôler et démanteler ces réseaux criminels. Entre 2012 et 2022, la police péruvienne a collaboré étroitement avec le Secret Service américain, menant des dizaines d'opérations nationales. L'une des plus vastes interventions a eu lieu en 2019 à Lima, où les autorités ont saisi plus de 8 millions de dollars en billets contrefaits, ainsi que des machines d'impression de pointe. À la suite de cette opération majeure, les États-Unis ont établi un bureau permanent du Secret Service à Lima pour soutenir les enquêtes, former des spécialistes et fournir aux autorités péruviennes une technologie de détection de contrefaçon de dernière génération. Après plus d'une décennie d'efforts coordonnés, la valeur totale des billets contrefaits saisis dépasse désormais 100 millions de dollars, révélant l'ampleur gigantesque de cette industrie illégale. Malgré tout, les responsables péruviens reconnaissent que la lutte contre la contrefaçon est loin d'être terminée et qu'elle n'en est encore qu'à ses débuts. Numéro 9. Les cercueils mystérieux. Avez-vous déjà imaginé escalader une montagne et soudain vous retrouver face à un cercueil ouvert sculpté en forme de corps humain et accroché au flanc d'une falaise? Dans une région isolée appelée Carejilla, près de la ville de Chachapoyas au Pérou, de tels cercueils extraordinaires existent bel et bien. Ils se dressent de manière spectaculaire sur des rebords rocheux à plus de 2000 mètres au-dessus du sol, offrant un spectacle à la fois saisissant et dérangeant. Et ces cercueils n'ont rien d'ordinaire.
Chaque cercueil est façonné sous la forme d'un être humain au visage sévère et à la mâchoire imposante, rappelant les célèbres statues de pierre de l'île de Pâques au Chili. Mesurant environ 2,5 mètres de hauteur, ils sont confectionnés à partir d'argile mêlée de paille, puis séchés grâce à d'anciennes techniques. Leur surface est ensuite peinte dans des tons rouges et jaunes. Certains possèdent même de véritables crânes humains fixés à l'extérieur, ajoutant une présence étrange et inoubliable. À l'intérieur de chaque cercueil repose une momie placée en position fœtale, les genoux ramenés contre la poitrine. Le corps est enveloppé de tiges de canne sauvage, puis recouvert d'argile pour sa conservation. D'autres cercueils arborent des motifs évoquant de longues tenues cérémonielles ornées de plumes. Signe que les individus enterrés étaient souvent des hommes de haut rang au sein de leur tribu. Les archéologues datent ces cercueils du XVe siècle, ce qui signifie qu'ils ont survécu plus de 600 ans. Ce qui intrigue le plus les scientifiques, c'est de comprendre comment ces peuples anciens ont pu installer ces structures lourdes sur des parois presque verticales, sans grues modernes, sans outils spécialisés, ni aucun équipement de sécurité. À ce jour, aucune explication convaincante ne résout complètement l'énigme. Certains pensent que les bâtisseurs d'autrefois maîtrisaient des techniques particulières ou suivaient des croyances spirituelles qui leur donnaient la force d'accomplir ce qui semble impossible. Les chercheurs attribuent ces cercueils inhabituels au peuple Chachapoya, une ancienne tribu qui vivait dans les régions montagneuses du nord du Pérou, bien avant d'être conquise par l'Empire Inca. On les appelait le peuple des nuages, car ils vivaient à des altitudes extrêmement élevées, semblant habiter plus près du ciel. Les femmes Chachapoyas étaient réputées pour leur beauté, si bien que beaucoup furent choisies comme épouses par les dirigeants Incas. Pourtant, la tribu elle-même était loin d'être soumise. Elle combattait farouchement pour préserver son identité culturelle, même si elle finit par se fondre dans la société Inca plus vaste. Aujourd'hui, les cercueils anthropomorphes de Caregia demeurent l'un des mystères archéologiques les plus étranges et fascinants du Pérou. Ils reflètent d'anciennes croyances liées à la vie, à la mort et au monde spirituel, tout en révélant un remarquable savoir-faire, une créativité impressionnante et une profonde révérence envers l'au-delà. Numéro 10. Les destinations touristiques célèbres Machu Picchu, perché au sommet des montagnes des Andes, demeure l'un des symboles les plus remarquables de la civilisation Inca. Cette cité antique fut construite avec des blocs de pierre ajustés avec une précision si parfaite qu'il est stupéfiant qu'ils aient résisté pendant des siècles sans aucun liant. Enveloppé de brume et entouré de sommets majestueux, le site dégage une aura de mystère et de sacralité, donnant aux visiteurs l'impression de pénétrer dans un monde perdu. Machu Picchu séduit les voyageurs non seulement par son architecture impeccable et ses terrasses ingénieusement aménagées, mais aussi par son atmosphère sereine, où nature et génie humain s'harmonisent sans effort. Pour beaucoup, ce lieu est bien plus qu'une destination. C'est un voyage vers les origines spirituelles de l'humanité. En quittant Machu Picchu, le chemin mène au lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde, situé à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Selon la légende, ce lac serait le berceau du peuple Inca, là où le dieu Viracocha serait sorti des eaux pour créer la vie. À sa surface étincelante, les Huros perpétuent encore leur mode de vie ancestral sur des îles flottantes tressées à partir de roseaux. Leurs petites maisons ondulant doucement sur l'eau et les chants traditionnels résonnant dans l'immensité donnent aux visiteurs la sensation d'entrer dans un monde figé dans le temps. Sur l'île de Taquile, les voyageurs peuvent séjourner chez des familles locales, déguster du poisson-chat du lac et partager des conversations près du feu, s'imprégnant du rythme paisible de ce paysage sacré. Plus au sud s'étend le désert de Huacachina, où une petite oasis d'un vert éclatant repose au cœur de hautes dunes de sable, entourées de palmiers et de maisons colorées dédiées aux voyageurs. Les habitants racontent qu'un jour, un lac se serait formé à partir des larmes d'une princesse transformée en esprit mystique. Aujourd'hui, Huacachina est un paradis pour les amateurs d'aventure. Ici, les visiteurs peuvent faire du sandboard, monter dans des buggy pour traverser les dunes ou s'installer au sommet des collines pour contempler le coucher de soleil flamboyant. Lorsque le soleil descend, il projette une lumière dorée sur le désert et se reflète dans le lac, créant un paysage à la fois sauvage et onirique. Le voyage s'achève dans la vallée du Colca, connue comme le royaume du Condor des Andes. Il s'agit de la deuxième vallée la plus profonde du monde,
marquée par des terrasses verdoyantes et des sommets enneigés. Chaque matin, à l'aube, des dizaines de condors s'élèvent majestueusement dans le ciel, captivant tous ceux qui les observent. Les peuples Kabanakonde et Kabana qui vivent dans cette région préservent encore leurs traditions ancestrales. Ils demeurent les gardiens de la vallée, symbole de résilience, de fierté et de l'esprit indomptable des hauts plateaux péruviens. Numéro 11. Les lieux les plus mystérieux du Pérou. Au cœur de l'immense forêt amazonienne, là où la brume flotte sur d'infinies couches de feuillage, se trouve une rivière si extraordinaire qu'elle semble appartenir davantage à la légende qu'à la réalité. Il s'agit de Chanetempexka, l'un des phénomènes naturels les plus uniques de la planète. Ce n'est ni un lieu pour nager, ni pour se baigner, ni pour voyager en bateau. C'est une rivière brûlante, capable de cuire tout être vivant qui s'y aventurerait par mégarde. Chanetempeka est la seule rivière au monde dont les eaux bouillent véritablement, atteignant des températures allant de 45 à 100 degrés Celsius. Son nom signifie « bouillante sous la chaleur du soleil », même si sa température intense provient en réalité d'une énergie géothermique jaillissant des profondeurs de la Terre, bien plus que de la lumière solaire. S'étendant sur environ 6 km et 400 mètres, la rivière se trouve au sein d'une réserve protégée habitée par le peuple Ashaninka. Pour eux, elle est sacrée. Ils croient que sa chaleur est un don de Yakumama, l'esprit du grand serpent. D'un point de vue scientifique, cette rivière demeure une énigme rare, car elle est située loin de tout volcan ou source géothermique connue. La théorie principale suggère que l'eau de pluie s'infiltre dans de profondes fissures du sol, se réchauffe au contact de couches thermiques proches du manteau terrestre, puis remonte à la surface, donnant naissance à cette rivière bouillante. Toutes ces sections n'atteignent pas le point d'ébullition. Certaines parties sont seulement assez chaudes pour provoquer une douleur instantanée au toucher. Les tronçons réellement bouillants sont totalement inaccessibles, et aucun être vivant ne pourrait y survivre. Depuis des années, Chanetempexka intrigue les chercheurs, qui peinent encore à expliquer entièrement son existence. Le voyage mène ensuite vers un autre prodige, la montagne arc-en-ciel, Vinicunca. Fidèle à son nom, Vinicunca éblouit par ses bandes naturelles de rouge, de jaune, de vert et d'autres teintes éclatantes, lui valant une renommée mondiale en tant que chef-d'œuvre géologique. Mais pour les peuples indigènes, elle représente bien plus qu'un site touristique. Ils la considèrent comme la demeure de la terre-mère, Pachamama. Lors des pèlerinages, ils lui apportent des offrandes et des prières dans l'espoir de recevoir sa protection et ses bénédictions. Une hypothèse suggère que la beauté envoûtante de Vinicunca résulte de millions d'années d'érosion, de dépôts minéraux et de mouvements géologiques. Des couches de sédiments riches en oxyde de fer, en soufre et en chlorure auraient été poussées vers la surface, créant cette palette naturelle exceptionnelle. Perchée à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, la montagne était autrefois ensevelie sous la glace et la neige pendant des siècles. Ce n'est qu'avec le réchauffement du climat que la glace s'est retirée, révélant les magnifiques strates colorées restées cachées jusque-là. Cependant, malgré son apparence spectaculaire, cette explication n'a pas encore été confirmée par une documentation scientifique officielle. Numéro 12. Plat célèbre. Lorsqu'on évoque la cuisine péruvienne, le ceviche en est sans aucun doute le cœur et l'âme. Ce plat simple mais raffiné, préparé à base de poissons frais, de jus de citron vert, d'oignons rouges, de piment et de coriandre, reflète toute l'élégance culinaire du peuple péruvien. Sans feu, le poisson est cuit grâce à l'acidité naturelle du citron vert, créant une saveur fraîche, vive, légèrement épicée et d'une pureté remarquable. À chaque bouchée, l'essence de la mer se marie harmonieusement aux herbes et aux piments, offrant une sensation à la fois revitalisante et revigorante. Le ceviche est bien plus que le plat emblématique du Pérou. Il incarne le lien profond entre le peuple et son environnement naturel. Mais si le ceviche séduit par son élégance, le cuy, ou cochon d'Inde rôti, impressionne les voyageurs par son audace et sa richesse culturelle. Pour de nombreux Occidentaux, voir un cochon d'Inde entier servi dans l'assiette peut être surprenant, mais au Pérou, il s'agit d'une délicatesse ancestrale des Andes. La viande est marinée avec des épices locales, puis rôtie ou frite jusqu'à ce que la peau devienne dorée et croustillante. Sa chair tendre, douce et savoureuse laisse une impression durable. Pour les Péruviens, le cuy symbolise la prospérité et le lien familial, souvent servi lors des fêtes et des grandes réunions. Pour les voyageurs, dépasser la barrière psychologique pour goûter au cuy
représente une véritable immersion dans la culture péruvienne authentique. En quittant les hautes terres, le voyage se poursuit avec le lomo saltado, un plat né de la fusion entre la cuisine chinoise et les saveurs péruviennes, après l'arrivée de migrants chinois ayant apporté leur technique de cuisson au wok. Le lomo saltado se prépare en faisant sauter rapidement du bœuf avec des oignons, des tomates, des frites et de la sauce soja, préservant ainsi la texture et le parfum des ingrédients. C'est un plat généreux mais léger, mêlant finesse orientale et énergie vibrante de l'Amérique latine. À l'opposé de ces plats raffinés, le suri offre une expérience plus audacieuse. Ces larves de carançon du palmier constituent une nourriture traditionnelle importante dans l'Amazonie. Le suri peut être consommé cru ou grillé sur des braises jusqu'à ce que l'extérieur devienne légèrement caramélisé. À l'intérieur, la texture est riche et un peu moelleuse. Les habitants pensent que ce plat apporte force et vitalité, tandis que les visiteurs occidentaux doivent souvent surmonter une certaine appréhension avant d'apprécier pleinement les saveurs sauvages de la forêt tropicale. Enfin, il y a l'ají de gallina, un plat réconfortant de poulet effiloché mijoté dans une sauce crémeuse au piment jaune. Lait, pain, noix et piment jaune péruvien se mêlent pour créer une saveur légèrement épicée, riche, parfumée et subtilement sucrée. Ce plat apparaît souvent dans les repas familiaux, évoquant chaleur et convivialité. Entre ingrédients audacieux et saveurs délicates, la cuisine péruvienne se révèle comme une tapisserie vivante, ancienne mais moderne, simple mais profonde, déroutante mais irrésistiblement fascinante pour les sens. Numéro 13. Festival unique que les voyageurs devraient connaître. Paragraphe 1. Le festival Inti Raymi, également appelé la Fête du Soleil, est considéré comme l'une des célébrations les plus sacrées et les plus grandioses du peuple péruvien. Ses origines remontent à l'ancienne civilisation Inca, lorsque les habitants vénéraient Inti, le dieu suprême du soleil, auquel ils attribuaient le pouvoir de donner la vie à tous les êtres. Paragraphe 2. Chaque année, lors du solstice d'hiver, des foules se rassemblent à la forteresse de Sacsayhuaman, à Cusco, pour recréer l'ancienne cérémonie royale. Au milieu d'une musique vibrante et de nuages d'encens, la figure du roi Inca, vêtu d'atours éclatants et majestueux, mène une procession solennelle d'offrandes, transportant les spectateurs à l'époque glorieuse de l'Empire. L'Inti Raymi n'est pas seulement un rituel religieux. C'est aussi un symbole de fierté nationale et du lien profond qui unit l'humanité à la nature. Paragraphe 3. Dans la région côtière nord du Pérou, le festival Marinera célèbre l'élégance, la romance et la poésie de la parade amoureuse entre hommes et femmes. La danse marinera met en scène la douce séduction entre partenaires. Pas gracieux, regard expressif, gestes raffinés. Pendant le festival, les couples rivalisent de précision rythmique et de mouvements délicats, révélant l'esprit profondément romantique du peuple péruvien. Paragraphe 4. Les costumes jouent un rôle essentiel. Les femmes portent des robes blanches en dentelle, de larges chapeaux et un mouchoir de soie, tandis que les hommes apparaissent en chemise blanche impeccable et pantalons sombres. Ensemble, ils composent une esthétique harmonieuse et sophistiquée. À l'opposé de cette douceur, la Yawar Fiesta, également connue sous le nom de Fête du sang et de la liberté, transmet un message puissant de résistance. Ses origines remontent à la lutte du Pérou contre la colonisation espagnole. Paragraphe 5. Un élément central est le combat symbolique entre un taureau, représentant les forces envahissantes, et un condor, symbole de liberté et de l'esprit andin. Lorsque le condor l'emporte, il incarne la joie, la résilience et le désir inébranlable d'indépendance du peuple. Bien que controversée pour ses images violentes, la fête s'est transformée en un rituel riche en symboles et en identité culturelle. Paragraphe 6. Dans les Andes enneigées, le festival Quilariti se distingue comme un pèlerinage spirituel exigeant. Des dizaines de milliers de fidèles gravissent la montagne Osangat, atteignant plus de 4000 mètres d'altitude pour prier et participer à des rituels sacrés. La légende d'un garçon miraculeux et l'apparition d'un saint dans la neige immaculée seraient à l'origine de cette tradition. Paragraphe 7. Lorsque la nuit tombe, les pèlerins allument des bougies, chantent et prient dans l'obscurité glaciale. Dans cette atmosphère mystique, ils ressentent un lien profond entre l'humanité, la nature et le divin. Le Quilariti n'est pas seulement une célébration religieuse. C'est un puissant rappel de l'harmonie possible entre les êtres humains et le monde naturel. Numéro 14. Coût de la vie, paragraphe 1. Si vous envisagez de passer une longue période au Pérou ou même d'y vivre,
comprendre le coût de la vie locale est indispensable. Dans les grandes villes comme Lima ou Cusco, les dépenses varient selon le quartier et le mode de vie. Paragraphe 2. Dans les zones centrales, un appartement d'une chambre coûte généralement entre $450 et $600 par mois. Si vous choisissez de vivre plus loin du centre ou en périphérie, le loyer peut descendre autour de $250 à $350, vous donnant ainsi la possibilité de trouver un logement adapté à la fois à vos besoins et à votre budget. Paragraphe 3. Pour les déplacements, la plupart des habitants utilisent les bus, minibus, combis ou le métro de Lima. Un trajet en transport public coûte habituellement entre 40 centimes de dollars et 80 centimes de dollars. Pour davantage de confort, les taxis et les applications comme Uber ou InDriver sont très répandus, les trajets courts coûtant en moyenne entre 2 dollars et 3 dollars. Si vous préférez explorer à votre propre rythme, louer une voiture est une option réalisable, généralement facturée entre 30 dollars et 40 dollars par jour. Sans compter le carburant et les frais supplémentaires. Paragraphe 4. Pour la nourriture, cuisiner chez soi est plutôt économique. Les courses mensuelles dans les marchés ou supermarchés se situent souvent entre 120 dollars et 170 dollars. Si vous aimez manger dehors, un menu del día coûte en général entre 2 dollars et demi et 4 dollars, tandis qu'un repas dans un restaurant de gamme moyenne varie habituellement entre 7 dollars et 12 dollars selon le quartier et le niveau de service. Dans l'ensemble, une personne seule peut vivre confortablement au Pérou avec un budget mensuel allant de 650 dollars à 850 dollars. Paragraphe 5. Avec un mode de vie plus économe, vous pourriez vous en sortir avec environ 500 dollars par mois. Toutefois, si vous souhaitez voyager plus souvent, profiter de la gastronomie et vivre davantage d'expériences, vos dépenses mensuelles pourraient dépasser 1000 dollars. Numéro 15. Conseils pour les voyageurs. Les voyageurs doivent faire preuve d'une vigilance particulière face aux arnaques au Pérou, surtout dans les grands lieux touristiques tels que Lima, Cusco et Machu Picchu. De nombreux escrocs se font passer pour des chauffeurs de taxi, des guides touristiques ou même des employés d'hôtel afin de tromper les visiteurs inattentifs. Pour réduire les risques, réservez vos taxis uniquement via des applications fiables comme Beat ou Cabify. Vérifiez toujours que le permis du conducteur correspond aux informations indiquées dans l'application et évitez d'accepter une aide non sollicitée de la part d'inconnus dans la rue. Si vous avez besoin d'un guide touristique, choisissez-en un par l'intermédiaire d'une agence de voyage dûment certifiée et lisez attentivement les avis laissés par les clients précédents. Lors de vos achats ou de l'utilisation de services, demandez toujours des prix clairs avant tout paiement. Certains magasins ou chauffeurs de taxi n'utilisent pas de compteur et tentent d'appliquer des tarifs plus élevés, souvent le double du prix habituel, aux voyageurs étrangers. Il est judicieux de vous renseigner au préalable sur les tarifs moyens ou de demander conseil au personnel de votre hôtel. Si un prix vous paraît déraisonnable, refusez poliment et cherchez une autre option. Évitez également de payer avec de grosses coupures si le vendeur n'est pas en mesure de rendre la monnaie correctement. Concernant la sécurité alimentaire, évitez de consommer des plats de rue d'origine incertaine, en particulier ceux contenant des sauces ou laissés sans réfrigération pendant de longues périodes. Choisissez plutôt des restaurants bien notés et affichant des normes d'hygiène visibles. Buvez de l'eau en bouteille avec un bouchon scellé et évitez les glaçons, qui peuvent être fabriqués avec de l'eau non filtrée. Il est également recommandé de transporter des médicaments digestifs, des antipyrétiques et du gel désinfectant. La géographie du Pérou comprend de nombreuses régions situées en haute altitude, rendant les visiteurs vulnérables au mal des montagnes, notamment lors de séjours à Cusco ou dans les Andes. Pour prévenir ce malaise, reposez-vous au moins une journée à votre arrivée afin de permettre à votre corps de s'acclimater. Évitez l'alcool, limitez les repas lourds durant les premières 24 heures et restez bien hydraté. Boire du maté de coca ou mâcher des feuilles de coca, un remède traditionnel utilisé par les habitants, peut aider à réduire les vertiges et les nausées. Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez immédiatement vos activités. Reposez-vous et évitez les longues marches ou randonnées. Si les symptômes persistent, consultez un médecin dans une clinique ou un hôpital local. Et voilà pour ces 15 faits fascinants sur le Pérou. J'espère que ces informations vous ont offert une perspective nouvelle et captivante sur ce pays remarquable.
J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.